Bienvenue à tous, l'invité de TV5 aujourd'hui, Safia Otokore, bonjour. Bonjour. Safia Otokore, vous publiez chez Robert Laffont Safia, une autobiographie sous-titrée Un conte de fées républicain. Alors Safia Otokore, vous naissez, on peut le dire à la date, puisque elle est livre en 1969 à Djibouti, vous êtes d'origine somalienne, vous naissez dans une famille pauvre, ça fait beaucoup de handicap au départ, une femme dans un pays et un milieu très conservateur. Aujourd'hui, vous êtes adjoint au maire d'Auxerre, en France, donc vous êtes membre du Conseil national du Parti socialiste et vous êtes conseiller régional de Bourgogne. Alors, ce livre, c'est votre histoire, incroyable mais vrai, mais on aurait peut-être pu sous-titrer autrement votre livre, on aurait pu l'appeler le combat personnel d'une femme, plutôt qu'un conte de fées républicain. C'est vrai, j'aurais pu le sous-titrer comme ça, mais je voulais un peu faire sortir, parce que normalement, lorsqu'on parle de conte de fées, on pense automatiquement, c'est le fait de prince, et que l'émancipation d'une personne ou la réussite d'une personne est due à un prince qui découvre. Or moi, ma réussite, elle est due à l'école, elle est due au sport, c'est pour ça que, mais qui n'était pas donné à l'ensemble de la population de manière égalitaire. Donc voilà, c'était un peu pour faire ce clin d'œil au fait. Justement, qu'est-ce qui fait que dans votre enfance, où vous avez puisé la force, je dirais, la volonté d'être ce que vous êtes aujourd'hui? Déjà, je pense qu'on est un peu... Parce qu'il y a des gens qui naissent avec un caractère assez trempé, comme on dit, d'autres pas, ça dépend de la nature. Moi, j'étais déjà assez... le jour de ma naissance, ma mère disait que déjà je hurlais, je criais, et aussi c'est parce que je dois de rencontres. Donc, le moment déterminant de votre enfance, c'est d'abord votre mère. C'est ma mère. Ouais. J'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, le film de Ray Charles, et en voyant sa mère, j'avais l'impression de voir ma mère. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de truc, mais ça vous... Voilà. C'est votre mère qui vous... Voilà. En fait, qui vous pousse à quoi? À vous éduquer, à lire? Au fait, à aller à l'école, parce que nous, c'est normalement dans cette misère, au fait, quand vous êtes déjà émigrée somalienne, et que vous vivez dans un quartier de ce type-là, où il y a l'ensemble de la population qui est très pauvre, mais il y a aussi une différence, voilà, mais il y a aussi une différence selon que vous naissez garçon ou fille. Et quand vous naissez fille, si vous n'êtes pas déjà dans le 7-8 ans assez joli, parce qu'on peut présager pour vous que vous pouvez vous marier, et donc avoir un destin. Mais moi, j'étais déjà assez maigre, c'était pas un critère de beauté chez nous. Je criais tout le temps, j'étais en train de hurler, donc c'était pas un garçon manqué. Donc elle s'est dit, la seule voie qu'elle a pour s'en sortir, c'est d'aller à l'école et d'être... En même temps, elle vous dit, tu n'as pas marre de lire, quand vas-tu sortir de la tête que tu ne seras jamais blanche? Oui, parce qu'en fait, pour elle, être blanche, c'est ne rien faire et lire. Mais donc les livres, ça n'apportait rien parce que c'était pas manuel, je ne travaillais pas, je ne nettoyais pas. Or, pour elle, elle voulait que j'apprenne à lire pour aller travailler pour les coopérants. Donc c'est qu'il y a une différence. Donc votre mère, les livres, l'éducation, l'école, voilà, et le sport. Oui. Et le sport. Vous allez faire du sport, vous allez représenter votre pays dans plusieurs compétitions. C'était un moyen formidable, c'était un ascenseur formidable. Alors, petite parenthèse, parce que votre enfance aussi à Djibouti et puis la Somalie aussi, ce sont des pays ravagés, vous en parlez beaucoup dans votre livre, par le khat. Et le khat, c'est une drogue, c'est presque, on peut dire, une drogue d'État. Oui, c'est une drogue d'État, c'est une drogue locale, parce que c'est importé par des sociétés, mais qui sont très affiliées au fait avec l'État. C'est légalisé, ça arrive... C'est presque encouragé par l'État. C'est encouragé, parce que ça permet justement, d'aboutir et de ne pas penser que les gens ne voient pas la misère dans laquelle ils vivent et dans laquelle ils sont confrontés tous les jours. Et c'est la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un pays. Justement, je veux dire, même si je prends le parallèle avec la Somalie, c'est quand l'ancien président avait interdit le khat en Somalie du Nord, que les ont plus réveillé, voir... Et c'était à partir de là, au fait, ça avait été un des déclencheurs. Alors, toujours dans ce pays, à Djibouti, en Somalie aussi, il y a des passages très émouvants et très durs sur une réalité aussi pour les petites filles, c'est l'excision et l'infibulation dont vous avez été victime. Oui, parce qu'au fait, c'est ce que je disais au début, selon que vous naissez garçon ou fille, c'est pas le même chemin qui vous attend, c'est pas le même schéma de vie. Quand vous êtes une fille, donc votre truc, c'est être... voilà, vous devez être faite pour être une bonne femme et arriver au mariage vierge. Et une mère surtout. Voilà, une mère. Mais surtout arriver au mariage vierge. Donc pour cela, il y a le moyen déjà. L'excision, c'est-à-dire que de
ne pas être comme un garçon. Parce qu'il y a un peu cette pratique vu que, bon... C'est l'ablation du clitoris, ça, par les... Et la fibulation, c'est vraiment une sorte de couture où on ferme complètement le sexe pour qu'il n'y ait pas de relations sexuelles. Donc c'est une manière assez radicale pour que la fille, elle arrive vierge. Et ça continue aujourd'hui. Et ça continue, mais 80% de petites filles... Et vous le dénoncez, vous? Oui, moi je le dénonce. Je dis que moi j'ai eu la chance justement de venir ici et d'avoir pu bénéficier de bonnes conditions pour être opérée et que ce soit pas une fatalité. Mais